Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 11 mai 2024, il est 13h en France et 20h au Japon. J'essaye de me faire aux nouveaux horaires et on est ensemble pour un nouveau numéro de Soft Power, votre quasi matinale pop culture préférée de Springfield, à l'exception de toutes les autres, et ce pour la deuxième fois cette semaine, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'émission et qui n'arrivera probablement plus jamais. Matinale pop culture donc, durant laquelle, vous le savez, vous pourriez le dire à ma place, on va faire ensemble le tour de l'actualité pop culture de la semaine passée, l'œil rivé sur les tendances et sur les dispositifs derrière toutes ces œuvres culturelles, mais l'œil rivé aussi et surtout sur les travailleurs et travailleuses qui les font, le tout copieusement bercé par des bandes originales d'animés comme vous pouvez l'entendre, et on aura par ailleurs une très jolie pause musicale cette semaine, vous verrez, ou plutôt vous entendrez, 54e numéro de Soft Power, donc pour une émission intitulée cette semaine « Le Mordor, Gandalf ». C'est à gauche ou à droite? Puisque cette semaine, on posera notre marque-page sur la foire internationale du livre qui s'est tenue ces 3 dernières semaines et qui se terminera demain à Buenos Aires. La foire internationale du livre de Buenos Aires, méga événement culturel et grand rassemblement littéraire qui convoque chaque année des centaines de milliers de lecteurs et de lectrices et des professionnels de l'industrie du livre. Et tout aurait bien pu se passer dans le meilleur des mondes si cette édition 2024 ne s'était pas déroulée dans un contexte tout à fait particulier, celui d'une offensive sans précédent menée contre le monde de la culture par le gouvernement de Javier Milei. Et c'est précisément de ça dont on parlera aujourd'hui. On partira, une fois n'est pas coutume, en direction de la Corée du Nord pour écouter un des plus grands bangers musicaux de l'année. Et je pèse mes mots, les gens, je pèse mes mots. Si je vous dis Kim Jong-un, Joe Biden et TikTok, vous allez me dire, comme un samedi, Lex. Et vous auriez un petit peu raison, ce sera la news un petit peu drôlatique de cette semaine. On restera de ce côté de l'Asie pour traverser la mer et rejoindre le Japon où une start-up s'est mise en tête de révolutionner l'industrie du manga en s'attaquant à l'épineux problème de la diffusion et notamment de leur localisation. Et on verra comment elle compte s'y prendre. Vous savez déjà qu'on va parler d'intelligence artificielle générative. Évidemment, vous connaissez l'émission par cœur. Grinçage de dents garanti, les gens. On dira aussi quelques mots, il le faut bien, de ces fameuses fermetures de studios de jeux vidéo côté Microsoft qui ont fait à elles seules quasiment l'actualité du médium cette semaine, et pour cause, tout est absolument lunaire dans la façon dont ont été traités les travailleurs et les travailleuses de ces différents studios, et absolument désespérant par ailleurs dans ce que ces fermetures nous disent encore une fois de l'état de l'industrie d'aujourd'hui. Il faudra bien passer par là. On prendra également le Tardis, les gens, direction la nouvelle saison de Doctor Who qui a démarré aujourd'hui même sur la plateforme de streaming Disney+, une première. Et c'est précisément de cette première dont on parlera, en ce qu'elle est beaucoup plus signifiante qu'il n'y paraît. Je vous en dis pas plus. Et pour bien commencer l'émission, je vous propose d'attaquer avec la bande-annonce de la semaine. Et croyez-moi, j'utilise le mot attaquer à dessein. Alors bandez vos muscles, les gens, arrachez 2-3 câbles électriques autour de vous et faites-en des fouets. Et soyez de l'eau, mes amis, soyez de l'eau. Il va y en avoir des vilains à casser en deux au sein de la forteresse de Kowloon. Si Keanu Reeves connaissait de toute évidence le kung-fu, il n'est désormais plus le seul, comme en témoigne cette nouvelle et probablement ultime bande-annonce de City of Darkness, nouveau film du réalisateur hongkongais Soi Chang, à qui l'on devait déjà les très cool Limbo et Mad Fate, qui lui avait permis par ailleurs de remporter le Hong Kong Film Award du meilleur réalisateur l'année dernière, Good Fate du coup, et le voilà de retour avec City of Darkness, adaptation de la bande dessinée éponyme d'Andy Seto, bande dessinée
mais qu'il faut lire pour les combats et pas trop pour autre chose, hein, pour être honnête, sauf si vous êtes très amateur ou amatrice de fraternité machiste et de dialogue dont les meilleures lignes sont littéralement crash, bam, bang, capo, et j'ai bien dit les meilleures. Adaptation de la bande dessinée d'Andy Sato, donc qu'on esquissait déjà dans les années 2010, pour un projet qui tour à tour a été confié à John Woo et à Johnny To, puis à Derek Kwok et à Donnie Yen, avant de terminer dans les mains de Soi Chang après l'annonce officielle de la relance du projet en février 2021, pour un film qui prendra place, comme son titre le suggère, dans la fameuse et redoutable citadelle de Kowloon, cette gigantesque enclave chinoise historique en plein Hong Kong, à la densité de population exceptionnelle et réputée notamment dans les années 80 pour échapper à la loi britannique et à quasi toute loi par ailleurs, Kowloon étant notamment connu à l'époque pour ses myriade de maisons closes, de médecine interdite, de casinos, de salons d'opium, de restaurants secrets et autres usines clandestines jusqu'à sa démolition au début des années 90. Et c'est précisément à Kowloon que Chan Lok-kun, un migrant clandestin, va se réfugier pour fuir Mr. Big, le puissant boss des triades. Et c'est tout, les gens, c'est absolument tout. C'est ça le pitch. Chan Lok-kun devant faire face au fil de l'histoire et avec son nouveau clan aux assauts de Mr. Big et de son propre clan, à grands coups de savate de la menthe religieuse et de pirouette du tigre dans la tétasse. Pour donner corps à ces destructions de corps, on retrouvera au casting autant des talents ayant émergé ces dernières années, hein, comme Philippe Ing, comme Raymond Lo ou Terence Lo, que des grandes stars comme Louis Koo, Richie Chen ou encore, comme vous avez pu l'apercevoir, hein, dans ces quelques images, si comme moi vous avez grandi avec le flic de Shanghai, Sammo Hung, qui a toujours une pêche et des pêches infinies à ses désormais 72 ans. Et ce qui est étonnant avec ce City of Darkness, c'est à quel point tout en lui sointe les années 80, années 80-90, qui ont été l'âge d'or du cinéma hongkongais, où la cité-État bénéficiait à l'époque d'une liberté économique et politique unique, lui ayant permis de devenir en quelques années le principal centre de production audiovisuelle sinophone et accessoirement le troisième plus grand producteur de films après Hollywood et Bollywood. Mais années 80, où précisément des productions comme City of Darkness, avec leur triade unidimensionnelle, avec leur scène de tape suresthétisée, avec leur décorum hardboil, avaient toute leur place du fait des énormes succès de Tsui Hark, de Anhui, de Stephen Chow ou encore de John Woo. Sauf que ça, les gens, c'est peut-être plus forcément le cas aujourd'hui dans une industrie cinématographique hongkongaise qui, depuis une décennie, fait désormais face à une forte remise en cause de sa viabilité dans un contexte de large baisse de ses chiffres de production, de relations tendues avec la chaîne continentale et d'une arrivée massive des plateformes de streaming sur les territoires sinophones qui jusqu'à maintenant ont très peu investi dans leur branche hongkongaise. Résultat, les gens, avec ses 39 millions de dollars de budget, faisant pourtant de lui l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma hongkongais, City of Darkness a rapidement dû se trouver un producteur extérieur pour mener à terme son tournage, d'où la relation entamée avec la société chinoise Lianrai Pictures, qui a investi dans le film et qui en dirige autant la distribution et le marketing que les relations avec le bureau du cinéma chinois. Pourquoi pas, vous me direz, sauf que, malgré ce nécessaire partenariat, City of Darkness arrive aussi à un moment où, après 2 décennies où la Chine continentale a été le principal marché et le terreau d'une grande partie du succès de l'industrie hongkongaise, en 2023, aucune coproduction HK n'a réussi à figurer dans le top 20 en Chine. Même une énorme production comme The Goldfinger avec les immenses Tony Leung et Andy Lau n'ont rapporté que 80 millions de dollars au box-office chinois l'année dernière, là où les films chinois que sont YOLO, Pegasus 2 et consorts en ont rapporté plus de 300 chacun. Et comme l'ont souligné bon nombre de sociétés de production hongkongaises lors du Film Art 2024, ce grand marché de contenu du film et de divertissement en Asie organisé par la Hong Kong Trade Development Council qui s'est tenu à la mi-mars, le cinéma hongkongais connaît aussi la crise sur son propre territoire, en ayant encore du mal aujourd'hui à revenir au niveau pré-pandémie. À noter que cette absence de succès touche davantage les superproductions et les super coproductions, là où de plus petits films locaux de cinéastes émergents, souvent cofinancés dans le cadre d'initiatives locales, qui font souvent suite au mouvement pro-démocratie de 2014, peuvent arriver de temps à autre occasionnellement à se frayer un chemin au box-office et se sont frayés un chemin par ailleurs ces dernières années avec des films traitant davantage de problèmes sociaux comme Fly Me to the Moon de Sacha Chuck qui parle d'immigration, de pauvreté, de toxicomanie, comme Oshi Wolby de Ray Young présenté au Festival du film de Berlin qui parle notamment de la lutte d'une femme lesbienne devant lutter après le décès de sa compagne pour conserver son foyer et sa dignité, ou encore comme In Broad Daylight quant aux abus et à la corruption du système des maisons de retraite.
Plus petits films qui par ailleurs ont leurs propres problèmes de production, alors qu'ils sortent beaucoup plus difficilement du territoire hongkongais et que leurs réalisateurs et réalisatrices se voient difficilement confier un second projet. Mais autant petits films sociaux que super productions, les gens doivent tous deux faire face à un autre défi majeur de ces dernières années, le point vengeur de la censure chinoise, suite à l'entrée en vigueur courant 2020 d'une loi sur la sécurité nationale, criminalisant notamment à Hong Kong la trahison, l'espionnage, l'ingérence extérieure et la divulgation de secrets d'État. De nombreux cinéastes ont reconnu désormais s'auto-censurer pour éviter l'arbitraire de la sanction, a fortiori pour des histoires touchant à des personnages en position d'autorité. Au hasard, pourquoi pas, soyons fous, les policiers. Bref, autant de contraintes qui font que des super projets comme City of Darkness ont de moins en moins de possibilités d'exister au fil des années, si bien est que précisément ces mêmes années, les gens, nombre des plus grands talents du cinéma hongkongais, ont décidé de partir vivre en Chine continentale, pour la Grande Muraille, sans doute, pour écouter du gemme, pourquoi pas, ou pour manger du canard laqué, mais surtout pour y faire de la production 100% Chine continentale, avec des équipes, des producteurs et des acteurs de Chine continentale, voire même de réaliser carrément des films de propagande pour le pouvoir en place, comme Andrew Lo avec son Foundation of an Army, commémorant le 90e anniversaire de l'armée populaire de la libération de Chine. Cette déchéance, les gens, déchéance totale. Petit espoir, tout de même, petit espoir, maigre consolation pour ce City of Darkness, sorti le 1er mai dernier en pleine fête des travailleurs et des travailleuses en Chine, puisque le film s'est juste offert la deuxième plus grande journée d'ouverture pour un film hongkongais ever, et la troisième place en Chine continentale malgré un nombre d'écrans relativement faible. À voir dans la durée évidemment, hein, si le film se maintiendra, mais c'est pas rien. City of Darkness, donc, qui sera également projeté en sélection officielle au Festival de Cannes 2024 de la semaine prochaine, où sa projection est prévue le 16 mai 2024 pour être un petit peu plus précis. Et pour une sortie en salle, les gens, il faudra attendre le 4 septembre 2024 et aller soutenir, les gens, allez soutenir. Sinon quoi, d'ici quelques années, le cinéma hongkongais risque à son tour, comme Keanu Reeves avant lui, d'oublier le kung-fu. No registra la memoria de nuestra feria que el gobierno nacional haya estado ausente, sin un stand, en este evento. La excusa de que la participación del Estado Nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira. Si comme moi, vous êtes animé par la passion por los libros y dos mañanas brillantes, eh bien, sachez que demain se terminera à Buenos Aires, en Argentine, la 48e foire internationale du livre, la plus grande foire du livre hispanophone et l'une des 5 plus grandes foires au livre du monde, avec son million de visiteurs et de visiteuses et ses milliers de professionnels du livre sur 3 semaines. L'événement de cette année s'étant tenu cette année du 23 avril à demain, et à Buenos Aires, bien sûr, hein, qui compte le plus de librairies par habitant d'Amérique latine. Un événement chaque année extrêmement riche, hein, tant celui-ci se veut être un méga événement culturel, un très gigantesque espace commercial, un espace de débat, de conférences, de B2B, un espace de loisirs aussi, et un lieu de déclaration politique, bien sûr, avec notamment une longue histoire, un long débat interne depuis la première foire, quant à savoir si l'événement devait demander ou non le soutien de l'État à son organisation, ce qui pour certains des éditeurs les plus importants de l'époque signifiait irrémédiablement se compromettre et compromettre leur indépendance politique. Alejandro Baccaro, président de la Fondation El Libro, qui organise la foire, soulignant encore aujourd'hui, en pleine édition 2024, je le cite, « Nous n'avons aucun engagement politique envers qui que ce soit. C'est pourquoi nous pouvons dire ce que nous disons et faire ce que nous faisons. C'est pourquoi nous sommes au pluriel. » Ok, d'accord. Et si c'est Alejandro dit ça, c'est qu'ils savent très bien la conjoncture actuelle dans laquelle ils se trouvent. Ils savent qu'elle leur est pas hyper favorable dans un contexte où depuis des mois maintenant, la Fondation se prend des coups de butoir du nouveau gouvernement en place, celui de l'ultra-libéral Javier Milei, qui travaille depuis son élection à la libéralisation économique de tous les pans de la société argentine. Petit rappel que c'est ce gars-là qui lutte depuis des années contre l'avancée, dit-il, du communisme dans le monde hispanophone. Cet homme fait très clairement de la sociologie et de la politique en amateur, mais aussi ce gars pour qui les inégalités sociales sont un mensonge et pour qui la justice sociale est injuste. Même là, il y a George Orwell devant son manuscrit de 1984, il est là avec son crayon et il se dit « Pero
Qui est este pastis? Et si ce contexte léger est aussi important, c'est que depuis décembre 2023, Javier Milei travaille à mettre en œuvre tout un tas de mesures offensives qu'il avait annoncées à l'égard de la culture, et notamment Carlos Pirovano à la tête de l'Institut national du cinéma et des arts audiovisuels, par exemple, procédant à des licenciements massifs, privatisant l'École nationale d'expérimentation et de réalisation cinématographique, etc., etc. Ce qui a bien sûr mené à des manifestations et à une large levée de boucliers qui est encore court aujourd'hui. Et je pourrais aussi vous parler des attaques contre l'Institut national du théâtre, contre l'Institut national de la musique, contre les médias publics, de la fin du ministère de la Culture, du gel du budget 2023, mais aussi plus précisément des offensives menées dans le monde du livre pour faire de ce dernier un simple marché régi par ces fameuses lois du marché, mettant le livre et le fait de faire du livre en concurrence avec toutes les autres activités économiques possibles, à commencer par la plus qu'envisagée abrogation de la loi de défense de l'industrie du livre, une loi de 2001 qui permet ou permettait, on verra, aux éditeurs de fixer les prix des livres dans tous les points de vente, ce qui empêche notamment les grandes chaînes de se livrer à cette pratique qu'on connaît trop bien, de vendre très peu cher pour tuer la concurrence avant de réaugmenter ses prix quand plus personne n'est dans les parages. Mais d'où aussi l'arrêt très probable des achats de l'État et des subventions au Fonds national des arts. Bref, c'est dans ce contexte plus général aussi de crise déjà bien installée du monde du livre argentin, après une chute vertigineuse des ventes qui ne cesse de s'accentuer de mois en mois, qu'il faut prendre cette actualité. Livre dont les prix ont par ailleurs explosé avec une dévaluation de 54% en décembre dernier, avec une hausse excessive du prix du papier et du carburant, et sans doute qu'une inflation cumulant à 288% n'a pas aidé. Résultat, alors que le salaire minimum argentin est autour de 230 €, un livre vaut en moyenne 18 €. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous payez Scandale, le prochain Marlène Schiappa, 130 €, dans quel cas le livre porterait doublement bien et honteusement bien son titre. Et lorsqu'on demande à Leonardo Cifelli, l'actuel secrétaire à la culture, si une quelconque politique culturelle est prévue pour promouvoir l'industrie de l'édition, celui-ci répond rien, absolument rien du tout. Nada de nada, cero, el vacío, que dalle, absolument que dalle. Il y a parfois des silences, les gens qui disent plus que des mots, d'où ce besoin de rappeler l'indépendance politique de cette fameuse foire aux livres, où par ailleurs cette année et pour la première fois, le gouvernement n'avait aucun stand. Tiens. Alejandro Bacaro, président de la Fondation El Libro que je vous citais tout à l'heure, ayant rappelé à plusieurs reprises tout le long de l'événement que la Fondation ne recevait d'argent d'aucune institution officielle, nationale ou municipale. Et il dit ça d'autant plus que cette année, contrairement aux années précédentes, la Banque nationale, qui avait l'habitude de sponsoriser l'événement, s'est retirée de cette édition 2024 sous pression politique. Mais d'où aussi cet important discours d'ouverture de Liliana Ecker, écrivaine argentine qui avait notamment participé d'écrire et d'éditer des revues littéraires de gauche pendant la dictature des années 70-80. Je la cite: « Quel est le sens de célébrer un salon du livre dans un pays où chaque jour la pauvreté, l'indigence augmentent avec des milliers de licenciements ? Le livre a une signification très spéciale en cette période. Il représente tout ce qui est attaqué dans le monde de la culture. » Bref, on en est là dans un contexte pas très positif tout de même, où le Buenos Aires Times se demandait même en janvier si on n'était pas en train d'assister à l'extinction de l'industrie de l'édition argentine. L'espoir étant à trouver dans les nombreuses mobilisations, manifestations, désobéissances civiles, pourquoi pas, qui ont émaillé le pays depuis le mois de janvier. 1 demi-million de personnes ayant manifesté notamment contre la fameuse loi Omnibus du gouvernement, ayant eu notamment un appel historique des 3 principales confédérations syndicales du pays aux organisations culturelles à ouvrir les différentes marches, d'où des grandes banderoles, des très grandes banderoles, les gens, avec écrit en gros culture, participant d'identifier très clairement le secteur en mouvement, mais surtout de caractériser ce qui était et ce qui est encore la première lutte commune entre le secteur culturel et la Confédération Générale du Travail local. Reprenant alors sur les réseaux un hashtag qui avait été lancé en 2022 pour faire face à un premier coup de pression du gouvernement Macri de l'époque, qui menaçait déjà de couper tout un tas de financements publics à la culture et qui déjà avait vu des regroupements et une structuration des mouvements culturels, avec le hashtag donc non au block-out culturel, et hashtag évidemment repris pour la politique liberticide de Javier Milei. Et je dis bien liberticide, un comble pour celui qui se markete libéraux, libéral, libéré, libertaire, anarcho-capitaliste, je sais pas quoi, alors qu'il est juste un énième turiféraire du mode de production qu'il défend bec et ongle. A fortiori que selon un rapport du bureau du budget du Congrès national, l'impact fiscal de toutes ces restrictions apportées au secteur culturel en termes de finances publiques permettrait un gain, les gens, de 0,0004% du PIB. Si vous pensez
si encore que tout ça a été drivé par autre chose que de la pure idéologie. Et voilà, c'est donc dans ce mood général, les gens, que demain se terminera la foire internationale du livre de Buenos Aires et cette actualité du jour. En attendant déjà l'édition 2025, si édition 2025 il y a. Innovant. Yeah, you know, it's always extraordinarily hard when you have to make decisions like that. You know, I'll go back to what I was saying about the industry. And when we looked at those fundamental trends, we feel a deep responsibility to ensure that the games we make, the devices we build, the services that we offer are there through moments, even when the industry isn't growing and when you're through a time of transition. Ce sera donc Arkane Austin, Tango Gameworks, Roundhouse Games et Alpha Dog Games. Ça, c'est le nom de ces 4 studios de jeux vidéo dont Xbox, la branche jeux vidéo de Microsoft, a annoncé la fermeture cette semaine dans un courriel absolument lunaire de froideur pour les travailleurs et travailleuses mis à la porte. Courriel envoyé par Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, dont je vous cite quelques parties pour bien vous mettre dans le bain. Tango Games Gameworks fermera également. Nous leur sommes reconnaissants pour leur contribution à Bethesda et aux joueurs du monde entier. Le jeu Hi-Fi Rush continuera d'être disponible pour les joueurs sur les plateformes actuelles. Alpha Dog Studio, ce studio fermera également. Nous apprécions la créativité de l'équipe d'avoir proposé Doom à des nouveaux joueurs. Mighty Doom, un jeu sorti l'année dernière sur mobile, prendra fin le 7 août et nous désactiverons la possibilité pour les joueurs d'effectuer des achats dans le jeu. Et c'est tout. Pas un mot de plus pour les équipes. Ah si, attendez, vite fait, j'avais pas lu les petits caractères. Cette redéfinition des priorités des titres et des ressources signifie que quelques équipes seront réalignées sur d'autres et que certains de nos collègues nous quitteront. Voilà, clairement le gars a dû être payé à l'économie de caractère, c'est pas possible autrement. Discours bien évidemment noyé, vous le savez, dans nous prenons ces décisions difficiles pour créer la capacité d'augmenter les investissements dans d'autres parties de notre portefeuille et de nous concentrer sur nos jeux prioritaires et autres. Bethesda reste l'un des piliers clés de Xbox, alors même que la structure vient d'être désossée, voire désincarnée. Des fermetures qui font suite aux quasi 2000 licenciements qui ont déjà eu lieu chez Xbox en début d'année et qui avaient notamment touché, rappelez-vous, on en avait parlé, des travailleurs et des travailleuses de l'ensemble des studios Xbox, notamment suite au rachat historique pour quasi 80 milliards de dollars des studios Activision Blizzard. Et pour bien comprendre le choc qu'a été et qu'est encore pour beaucoup l'annonce de la fermeture de ces 4 studios, les gens, il faut rappeler, il me semble, précisément quelques éléments de contexte. Rappelez tout d'abord que Microsoft avait acquis les studios ZeniMax Media, parmi lesquels ces 4 fameux studios désormais fermés en 2021 pour une somme colossale à l'époque de 7,5 milliards de dollars. C'était il n'y a même pas 3 ans. Et à l'époque, Phil Spencer, qui dirige la division Microsoft Gaming, avait soutenu, commentaire de Satya Nadella, PDG de Microsoft à l'appui, je cite, « Nous souhaitons avoir une relation semi-indépendante avec ces studios que nous venons de racheter. Ils ne souhaitent pas devenir nous. Nous allons tout faire pour que la culture de ces entreprises perdure. » 2021, ça a très mal vieilli, hein. À moins qu'il faille le prendre au sens le plus littéral possible, dans quel cas, oui, Microsoft aura tout fait pour que la culture de ces entreprises perdure, si on considère que culture est interchangeable avec propriété intellectuelle, hein, qui devrait, elle, rester dans l'escarcelle de Xbox, malgré la fermeture des studios, et qu'il fallait comprendre alors qu'à contrario, rien ne serait fait pour que les entreprises derrière ces cultures, elles, perdurent. Rappelez ensuite que ça fait des années que la communication de Xbox autour de ces énormes rachats de studios, très critiqués hein, pour leur impact délétère sur l'industrie et pour tous les effets pervers de telles consolidations, a beaucoup tourné autour de la soi-disant liberté créative, Xbox se présentant alors comme le partenaire qui les poussera à faire mieux. Rappelez-vous cette interview de Phil Spencer accordée en mai 2023 à Kinda Funny, je le cite, « Je veux donner aux équipes la plateforme créative pour pousser leurs capacités, pour pousser leurs aspirations », citant notamment le studio Tango Gameworks, travaillant sur Hi-Fi Rush, 1 an avant de les mettre à la porte. Et ce, alors même, les gens, il faut le rappeler, qu'Hi-Fi Rush avait été ce fameux succès critique recherché depuis des années par Xbox, le jeu ayant notamment reçu le Game Awards du meilleur design audio et le BAFTA Games Award for Animation, et même un succès commercial, hein, si l'on en croit les déclarations d'Aaron Greenberg, directeur général du groupe marketing des Xbox Game Studios, sur les réseaux sociaux. Incohérent,
au possible, puisque visiblement, peu importe les gens que vous ayez des jeux à la réception désastreuse ou que vous soyez à l'origine des jeux les plus importants de l'histoire du médium, rien ne vous met ni ne vous mettra à l'abri de l'arbitraire du couperet. Un couperet bien prompt à tomber sèchement, alors que la branche Xbox de Microsoft accuse d'une chute du chiffre d'affaires de 30% au premier trimestre 2024 par rapport à l'année passée, et ce malgré en parallèle un monstrueux bénéfice net de 21,9 milliards de dollars. Je le refais, les gens, un monstrueux bénéfice net de 21,9 milliards de dollars chez Microsoft en son entier, poussé par le cloud et les intelligences artificielles génératives avec lesquelles il me semble qu'il faut voir un lien dans toute cette facilité à mettre à la porte, et rappeler évidemment, comme on l'a beaucoup fait dans Soft Power, un grand contexte de crise de l'industrie vidéoludique où chaque mois pleuvent bien plus de licenciements que de jeux et où les conditions de travail se détériorent un peu plus à chaque fois que la phrase « tout ce qu'on fait c'est pour les joueurs » est prononcée par un communicant. Il faut d'ailleurs se rappeler aussi encore cette interview de Phil Spencer, encore lui, chez Polygon le mois dernier, qui était on ne peut plus clair en soulignant « ce qui m'inquiète le plus pour l'industrie, c'est le manque de croissance. Dans ce cas, pour accroître les revenus, nous devons réétudier nos coûts. » Et non, il parlait pas de son salaire. Bref, un contexte, comme Phil Spencer, riche, à la source d'un gigantesque tollé médiatique qui fait l'actualité depuis plusieurs jours maintenant de la part d'une grosse partie de l'industrie, dans une ambiance générale résumée dans ce tweet d'Alistair Hatch, vétéran chez Bethesda, je le cite, « En colère, frustré, choqué, furieux, sans voix, abasourdi, perplexe, c'est horrible. » Un énervement d'autant plus compréhensible et souhaitable, il me semble, que la gestion de crise de Microsoft depuis l'annonce de ses fermetures est un cas d'école qui mériterait son propre domaine des Game Studies, que ce soit les déclarations en continu de Matt Booty, inarrêtable, alors qu'il tente de rattraper son email catastrophique en persistant et signant qu'il fallait couper des têtes parce que, je le cite, « nos studios étaient trop dispersés comme du beurre de cacahuète sur du pain. » Mais qu'est-ce que tu racontes, Matt? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et le culot, les gens, le culot de Matt Booty de déclarer le lendemain des faits et en contradiction totale avec son annonce de se recentrer sur des grosses franchises fortes 24 heures plus tôt, je le cite, « Nous avons besoin de jeux de plus petite envergure qui nous rapportent du prestige et des prix. » C'est-à-dire exactement ce qu'a été Hi-Fi Rush pour la marque Xbox. C'est à en faire des riffs de guitare avec sa tête. Force à celles et ceux qui par ailleurs ont fait du review bombing en masse sur Steam pour faire de Hi-Fi Rush le jeu désormais le mieux noté du catalogue Xbox. On est ensemble, les gens, on est ensemble. Comme quoi le review bombing peut être autre chose qu'un moyen de contestation éclaté du Gamergate. Et je pourrais vous parler aussi des déclarations de Jill Brave, directrice des studios Zenimax, qui a récemment souligné que mais ça ira mieux pour faire des jeux. On était nous, les dirigeants de studios en sous-effectif, pour gérer tout ce beau monde. On ne pouvait pas tout gérer. Licencier pour pallier le manque de personnel. Oui, absolument les gens, c'est cohérent. Sinon, vous pouviez aussi embaucher des gens et accessoirement arrêter de racheter des dizaines des studios pour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, il y a aussi ces déclarations toutes plus catastrophiques les unes que les autres de Sarah Bond, présidente de Xbox. Je vous cite ce monument de langue de bois et je vous le cite dans son entièreté. Ça vaut son pesant de Red Ring of Death. Vous savez, l'une des choses que j'aime vraiment dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'il s'agit d'une forme d'art créatif. Cela signifie que la situation, ce qui fonctionne pour chaque jeu et studio, sont également uniques. Nous étudions donc chaque studio, chaque jeu et tout un tas de facteurs quand il nous faut prendre des décisions et faire des sacrifices de genre. Mais nous revenons toujours à notre engagement à long terme envers les jeux que nous créons, les consoles que nous construisons, afin de s'assurer que nous sommes en mesure de tenir nos promesses. Bravo, vraiment, j'adore. C'est long, ça dit rien. Et une fois arrivé à la fin, on a oublié ce qu'était le début. C'est parfait. Félicitations. Il faudrait sérieusement envisager d'en faire un jeu vidéo. Et je vous passe toutes les discussions en interne qui ont été révélées cette semaine par Bloomberg, où l'on comprend à demi-mot que Microsoft, après avoir racheté Activision Blizzard pour 80 milliards de dollars, ne sait toujours pas aujourd'hui, en mai 2024, si la franchise Call of Duty, qui était l'une des raisons mères du rachat, sera multiplateforme ou s'il sortira directement sur le Game Pass ou s'il sera vendu en physique. Comment c'est possible de ne pas savoir ça avant de se lancer dans un rachat de 80 milliards? Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gens? Mais
Mais en mettant quelques secondes l'énervement de côté, il me semble qu'il faut aussi voir dans tous ces mouvements récents chez Xbox, et comme le souligne certaines sources chez Bloomberg par ailleurs, un renforcement de la surveillance de la division Xbox par les dirigeants de Microsoft dans un contexte industriel de rationalisation des coûts qu'on a beaucoup décrit ici, et dans lequel plus précisément le colossal rachat d'Activision Blizzard a entraîné avec lui des pertes opérationnelles de plusieurs centaines de millions de dollars, ce qui au bout du bout, vous en avez comme moi l'habitude, se termine toujours par faire payer les travailleurs et les travailleuses en bout de chaîne. Et malheureusement, tout ça est très loin d'être fini, puisque le journaliste bien connu du monde du jeu vidéo, Jason Schreier, a souligné que Microsoft n'en avait clairement pas terminé avec sa volonté de supprimer des postes au sein de son organisation, et notamment chez les Xbox Game Studios. Bref, un nouveau carnage dans le monde du jeu vidéo. Les gens témoignent avec lui une nouvelle fois des tendances qui traversent cette industrie et qui continueront de la traverser quelques années encore. Et un appel avec lui, il me semble, pour les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo de toujours plus se regrouper afin de travailler ensemble, autant à se défendre le plus efficacement possible dans des rapports de force absolument écrasants. Parce que contrairement à ce que j'ai pu beaucoup entendre et lire ces derniers jours sur l'analyse de l'industrie, et souvent de la bouche de journalistes, pourtant spécialisés du médium ou assimilés, qui s'empressaient bien vite de souligner que rien de tout ceci n'était normal, il me semble que c'était et que c'est tout à fait l'inverse. On assiste au contraire au comportement le plus normal possible de cette industrie et du mode de production qu'il engendre, une pure conséquence naturelle d'une dynamique capitaliste plus que documentée et empreinte de cette jolie fable de destruction créatrice, Xbox et Microsoft faisant ce que des tonnes d'entreprises ont fait avant elles pour maintenir leur marge, leur croissance et leur rentabilité à courte vue. Et ça, les gens, précisément, c'est la norme, c'est ça qui est normal et qui ne devrait pas l'être. Et c'est en bifurquant du ce n'est pas normal ou ce ne devrait pas être normal qu'on ouvre tout un nouveau champ des possibles pour travailler ensemble à un fort assainissement de cette industrie en particulier, mais aussi des autres avec elle. Power Your Dreams, nous dit l'un des slogans de Xbox. Il serait peut-être temps collectivement de s'y mettre. Il est 20h48 au Japon, il est 13h48 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture, normalement du vendredi 10h midi, mais aujourd'hui, encore une fois, exceptionnellement, du samedi 13h-15h. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine avec un extrait d'une très jolie bande originale que j'ai découvert avant-hier. Un vrai plaisir d'écoute que je m'en vais vous recommander de ce pas. Et on se retrouve juste après pour parler du lancement aujourd'hui même de la nouvelle saison de Doctor Who qui décidément n'en a pas fini d'avoir des secrets à dévoiler, notamment en ce qui concerne ses conditions de production. Vous verrez ça. On ira également en Asie de l'Est pour écouter ensemble le dernier tube de la Corée du Nord qui s'est offert une seconde jeunesse grâce à TikTok, et au Japon pour découvrir la nouvelle stratégie mise en œuvre par la start-up Orange, bien décidée à révolutionner la localisation et la diffusion de mangas à l'international à l'aide de l'intelligence artificielle. Pressez X pour douter, on en reparlera, mais juste avant, je vous propose de prendre un petit moment pour se reposer en douceur avec le titre de la semaine sur Soft Power. Bonne écoute.
Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture normalement du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast, VOD et version audio ou comme toujours, si vous appréciez l'émission, je vous invite à laisser des évaluations, des pouces bleus, des commentaires, des étoiles, notamment sur les plateformes de podcast pour soutenir et faire découvrir l'émission. Soutien qui peut être également financier en me soutenant directement sur ma page Patreon, dont le lien est en description ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct ou en vous abonnant à la chaîne Twitch, soit directement, soit en utilisant le sub inclus mensuellement dans votre abonnement Amazon Prime, dont on m'a dit qu'il était désormais bien mieux planqué que Xavier Dupont de Ligonnès. Tous les liens du YouTube, des plateformes de podcast, du Discord de l'émission que je vous invite à rejoindre parce qu'il est rempli de gens très cool et parce que ça vous permet aussi de suivre l'actualité de l'émission plus facilement. Tous les liens sont évidemment en description. Vous venez d'entendre Harvest Ritual, extrait de la très chouette bande originale de Okami Toko Shinryo, adaptation de la série de light novel d'Isuna Hasegawa et de Yu Ayakoda qui, pour fêter les 15 ans, se sont dit que ce serait sympa de relancer une adaptation animée après celle déjà réalisée en 2008. Et quoi de mieux pour moderniser le tout que de s'offrir les services de Kevin Penkin à la composition. Kevin Penkin qui a un peu tendance à rafler les Crunchyroll Awards de la meilleure musique et a raison, tant il n'y a pas grand chose à jeter dans son animéographie. Foncez écouter également les bandes originales de Tower of God, de The Rising of the Shield, de Made in Abyss, des Carnets de l'apothicaire aussi, pourquoi pas. Tout est vraiment classe. Kevin Penkin, Harvest Ritual, c'était le titre de la semaine sur Soft Power. Fais-moi un gros câlin! Mais il vient d'où? J'en sais rien et il a débarqué de nulle part au bon moment et il m'a parlé de voyage dans le temps. Ruby, vous voulez connaître mon secret? J'ai tout l'univers à portée de main. L'univers tout entier. Et je suis tout seul. Alors j'adorerais que vous veniez avec moi. Vous êtes qui? Je suis le docteur. Ça s'appelle un TARDIS. C'est une machine à voyager dans le temps et l'espace. C'est pas dangereux? J'en sais rien. Je vais peut-être changer le futur si je marche sur un papillon. Ça arrivera jamais. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, docteur? J'en ai vu des trucs dans ma vie, mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Oh, la chronique de Bridgerton. Cet endroit est complètement fou. Apparemment, tout devient de plus en plus surnaturel. C'est un monstre? Dites pas de bêtises, les monstres ça existe pas, c'est juste des créatures qu'on n'a pas encore rencontrées. Il existe des puissances monumentales par-delà l'univers. Elles pourraient précipiter ce monde dans le néant. Voilà ce qu'il nous faut empêcher. Mais je reste sa mère. Il faut que je sois sûr qu'elle sera en sécurité. Vous allez veiller sur elle? Oui, je vais veiller sur elle. Je vous le promets. J'ai eu besoin de tout ce temps pour comprendre ce qu'était ma véritable mission. Sauver le monde. Tout est possible. Oui, Ruby, tout est possible. Time may change me, but I can't trace time. Ce soir, après avoir bien sûr mis des pouces bleus et laissé des commentaires sur la VOD de l'émission, il vous prendra peut-être l'envie, en dégustant votre dîner, champagne, homard, mal de tête, de jeter un œil aux dernières sorties des plateformes de streaming. Et ça tombe bien, puisque précisément aujourd'hui débarquera sur la plateforme Disney+, la nouvelle saison de Doctor Who. Doctor Who, série absolument culte de la télévision britannique, plus longue série de science-fiction au monde, créée par Sidney Newman, Donald Wilson, Verity Lambert, est diffusée depuis 1963 sur BBC One, de manière plus ou moins ininterrompue, puisque la série avait été annulée en 1989 avant d'être relancée en 2005, notamment par Russell Davies et Julie Gardner, ce qui avait marqué à l'époque le début de ce que l'on nomme désormais plus communément la deuxième série Doctor Who. Deuxième série Doctor Who qui débarque donc pour sa 14e saison, et une petite révolution au passage, puisque, comme je vous le disais, la chaîne anglaise BBC a signé un deal avec Disney+
Disney pour que la plateforme Disney+ soit désormais en charge de la diffusion de Doctor Who à l'international à compter de cette nouvelle saison. Changement suffisamment important dans l'écosystème de la série pour qu'il faille carrément désormais parler de troisième série Doctor Who, cette saison 14 de la deuxième série faisant en réalité plutôt office de saison 1 de la troisième. Si vous n'avez pas compris et que vous écoutez l'émission en podcast ou que vous la suivez en VOD, n'hésitez pas à utiliser la barre de progression qui vous sert de TARDIS afin de revenir quelques instants en arrière. Quoi, 400 000 voix près, mais c'est pas vrai. Oh, vous êtes remonté un tout petit peu trop loin. Avancez un petit peu, ça y est, vous êtes de retour. Vous êtes de retour dans Soft Power. Saison 1 de la série 3, donc, qui nous racontera, comme toutes les précédentes avant elle, les pérégrinations dans le temps et dans l'espace du Docteur, un personnage aux multiples visages qui voyage à bord du TARDIS, un vaisseau spatio-temporel ayant l'apparence extérieure d'une cabine d'appel téléphonique de la police britannique. Et comme dans la diésèse de l'œuvre, lorsque le Docteur est mortellement blessé, il peut survivre en se régénérant, notamment dans une autre enveloppe corporelle, ce qui a surtout permis de changer régulièrement d'acteurs et d'actrices incarnant le Docteur au fil des nombreuses années de diffusion de la série. Et on retrouve pour ce soft reboot de la série Ncuti Gatwa qui incarnera donc le 15e Docteur, épaulé de Millie Gibson dans le rôle de Ruby Sunday, une jeune fille de 19 ans qui, après avoir rencontré le Docteur en pleine période de Noël, va décider de l'accompagner dans ses nouvelles aventures en 8 épisodes, showrunnés par Russell Davies, aussi scénariste principal et producteur exécutif de la série, notamment là pour rassurer que le cap de la série ne change pas trop, puisque le gars c'est sa 5e saison et que là il revient après plusieurs années d'absence. Tout le monde est rassuré. Il ne devrait pas totalement, vous allez voir, mais Russell Davies qui se donne en tout cas pour le marketing et notamment pour défendre le passage de la célèbre franchise britannique en partie dans l'escarcelle Disney. D'abord en rassurant, je le cite, l'arrivée de Disney va pas changer la série fondamentalement. Ils sont venus chercher un grand classique, donc ils sont montés à bord du train, ils ne l'ont pas arrêté. Et ensuite en se gaussant d'une importante augmentation du budget de la série qui devrait lui permettre d'être visuellement au moins un peu en phase avec d'autres œuvres actuelles de science-fiction, même si avec le temps, le kitsch et le type des saisons précédentes avaient fini par devenir au fil des années une des marques de fabrique de la série, mais soit, et de finir bien sûr en louant les 140 millions de foyers abonnés à Disney+ pour toucher toujours plus de monde dans le monde. Sauf que les gens, il y a un truc, cette annonce de diffusion de ce reset de Doctor Who sur Disney+ ne doit pas faire oublier que Doctor Who était déjà un programme diffusé à l'international depuis de nombreuses années et avec un certain succès par ailleurs, si tant est qu'il me semble pas si inintéressant que ça de se demander quel a bien pu être l'intérêt de se lier avec la célèbre entreprise américaine de trou noir à franchise. Et une fois est tout à fait coutume, c'est peut-être bien du côté du contexte de production de la série qu'il faut commencer à chercher des réponses. Dans une longue interview donnée aux médias IO9, Russell Davies a un peu cassé sa langue de bois pour expliquer un peu plus en détail le pourquoi du comment de la nouvelle maison d'accueil de la série, loin des frontières britanniques. Et sans trop de surprise, si vous suivez régulièrement l'émission, c'est du côté du lien de plus en plus marqué entre la BBC et le gouvernement britannique qu'il faut commencer à creuser. J'essaye de synthétiser, essayez de me suivre. Un lien entre la BBC et le gouvernement britannique plus que documenté, avec une bonne partie des membres du conseil nommés par le gouvernement, ce qui a pu avoir des effets très concrets dans l'histoire du média, notamment sous Thatcher, où la nomination de Stuart Young, partisan du Parti conservateur, à la présidence et de William Rees-Mogg à la vice-présidence, avait eu pour objectif d'alléger, dira-t-on, le traitement médiatique de la guerre des Malouines et des troubles en Irlande du Nord. Bref, un terrain de lutte centenaire entre les partisans d'une indépendance de la BBC et de son rapprochement du pouvoir, mais un rapprochement du pouvoir qui s'est accentué ces dernières années, comme l'avait révélé le Financial Times en 2021, soulignant que Sir Robbie Gibb, anti-woke inconséquent, probablement un Dalek sous couverture, et producteur de longue date de la BBC qui avait quitté la société pour devenir le chef de la communication de Theresa May, tout en étant nommé au conseil d'administration de la BBC, avait mis la pression en interne pour refuser la nomination de différentes personnalités, dont le très médiatique Jez Bramar, journaliste jugé hostile au gouvernement, mais comme en témoignent aussi en début d'année les conclusions à mi-parcours d'une enquête sur la gouvernance et les règlements de la BBC, menée par la secrétaire d'État pour le numérique, la culture, les médias et le sport, mettant la pression sur le média, en recommandant notamment, je ne rentre pas trop dans les détails, une surveillance accrue de la part de l'Ofcom, le régulateur des services de communication, mais aussi un renforcement du contrôle et la responsabilité du conseil d'administration.
Mais on pourrait aussi très clairement, très concrètement parler entre autres, des pressions mises au début de la pandémie pour ne pas utiliser le mot confinement, ou celles pour donner une interprétation souple et généreuse des commentaires de Boris Johnson comparant la résistance de l'Ukraine à l'invasion russe au Brexit, de la nomination de l'ancien donateur au Parti conservateur et arrangeur de prêt du Premier ministre Richard Sharp à la présidence de la BBC début 2021, avant que la pression publique lui mette un coup de pied stellaire dans quelques-unes de ces très nombreuses casseroles qui se traînaient. Bref, une ingérence de plus en plus marquée du gouvernement ces derniers mois, à plus forte raison qu'elle se passe en parallèle d'une autre tendance en cours, celle de la mise en œuvre de la volonté de ce même gouvernement britannique de remettre en question la redevance télévisuelle, source majeure de financement pour la BBC, et des pressions en conséquence sur le service de générer davantage de revenus commerciaux. La BBC ne diffusant pas aujourd'hui de publicité pendant ses programmes, ce qui lui a permis jusque-là à un certain degré de s'offrir une certaine forme d'indépendance. Et cette pression a déjà des effets très concrets, puisque la minime récente augmentation de la redevance télévisuelle n'a pas permis à cette dernière de suivre l'inflation, comme le précise le conseil d'administration de la BBC, dans une déclaration soulignant que cette piètre augmentation nécessitera, je cite, d'autres changements en plus des économies importantes que nous réalisons déjà. Et quand des entreprises disent ça, vous savez comment ça se termine ? Je sais comment ça se termine. Et ça a déjà commencé à se terminer, sachant que cette même redevance avait déjà subi un gel de 2 ans récemment. Tim Davie, l'actuel patron de la BBC, ayant souligné que le budget de la BBC avait été réduit de 30% en termes réels sur ces 14 dernières années, empêchant notamment d'assurer sa pérennité pendant une période de transformation numérique demandée depuis des années, mais menant aussi à la réduction de la durée de diffusion de certains formats, de certains programmes, à l'abandon des programmes radiophoniques dans une dizaine de langues déjà aussi, comme vous pouviez l'imaginer, à des centaines de licenciements qui ont déjà eu lieu à la BBC, et tout ça dans un contexte d'urgence où l'accord sur la redevance de la BBC, qui détermine le montant de la redevance audiovisuelle que les spectateurs et les téléspectatrices britanniques doivent payer chaque année, expire fin 2027, et que les actuels ministres se sont engagés à le remplacer par ce nouveau modèle de financement secret qu'il faudra trouver d'ici là. En mars, le gouvernement avait nommé un comité consultatif composé de 9 personnes chargées d'étudier des alternatives à la redevance. Un comité décrit en interne littéralement comme un groupe de fossoyeurs, ça donne le ton. Alors voilà, on en est un peu là. Les quelques-uns et quelques-unes qui croient encore un peu en interne aux possibilités d'indépendance du média travaillent, comme le souligne Tim Davie, à transformer, à renouveler radicalement la société, à la recherche de leur tournevis sonique, d'où la relance de BBC.com, d'où cette application BBC pour l'international, mais aussi d'où cette ouverture à des partenaires commerciaux comme avec ce récent partenariat avec Disney pour précisément produire Doctor Who et continuer ainsi d'étendre la série dans un moment difficile pour la BBC où les boyards du fort se font de plus en plus rares. Je fais un petit aparté très court pour dire que je prends cet angle-là pour parler de cette actualité en particulier, mais il ne faudrait pas non plus présenter la BBC comme une poche à résistants, a fortiori qu'il y aurait des centaines de choses à dire sur certains scandales racistes, transphobes, homophobes qui ont eu lieu ces dernières années autour et au sein de la BBC, mais c'est pas précisément mon sujet aujourd'hui, on en parlera sans doute une prochaine fois. Fin de l'aparté, les gens. Bref, c'est bien de cette situation dont parlait en filigrane Russell Davies aux médias IO9, ce qui ne me semblait pas tout à fait inintéressant à l'explorer. Vous me direz en commentaire ou dans le chat si vous suivez l'émission en direct. Bref, fin du tunnel, les gens. Doctor Who, nouvelle série, saison 1 de la série 3. C'est dès aujourd'hui sur Disney+, pour les 2 premiers épisodes, puis un épisode par semaine jusqu'à la fin juin. Difficile de dire ce que deviendra la BBC dans quelques années, en ce qu'il adviendra aussi de ses différentes productions au fil du temps, Doctor Who en tête, mais on devrait en savoir plus dans pas si longtemps que ça. Ça ne serait trop tardis. 한 마음
Chaleureux comme ta mère, bienveillant comme ton père, il tient ses 10 millions d'enfants dans ses bras et prend soin de nous de tout son cœur. Chantons Kim Jong-un, notre grand leader, vantons-nous de Kim Jong-un, notre père amical, nous lui faisons tous confiance et le suivons de tout notre cœur. Je sais, les gens, on dirait du Renault de 2017, mais je vous surprendrai sans doute en vous disant que c'est pas tout à fait le cas. Ce que vous venez d'entendre, non, et dont vous essayez probablement de douloureusement vous remettre, c'est Friendly Father, nouvelle chanson nord-coréenne diffusée à la mi-avril sur la télévision centrale coréenne, où des militaires, des médecins, des enfants, des pilotes d'avion et tout un tas d'autres gens avec plus ou moins de dents chantent ensemble à la gloire du grand leader Kim Jong-un, écrasé qu'il et elle sont par l'un des étalonnages les plus dégueux que j'ai pu voir de ma vie. Diffusion télévisée qui avait été accompagnée d'une performance live dans le cadre d'une cérémonie marquant l'achèvement de la construction de 10 000 nouveaux logements. Vrai, faux, ça, on ne sait pas, vous avez l'habitude. Mais surtout, chanson qui est arrivée dans un contexte particulier de la Corée du Nord, où bon nombre de médias ont commencé un travail de réétiquetage, de redénomination de la vie nord-coréenne, à commencer par le Jour du Soleil, jour férié qui jusque-là célébrait la naissance du fondateur du pays, Kim Il-sung, désormais renommé Jour férié d'avril. C'est un peu décevant. Un travail de réétiquetage vu par le ministère sud-coréen de l'unification comme un nouveau pavé dans la mare d'une indépendantisation de Kim Jong-un de ses prédécesseurs. Une conclusion partagée par de nombreux observateurs et observatrices internationaux qui, précisément, ont vu dans ce titre Friendly Father, ce titre que vous venez d'entendre dans l'introduction de cette actualité, des changements très concrets de vocabulaire et de mode d'expression par rapport à d'autres précédents morceaux de propagande, Kim Jong-un n'étant désormais plus le grand successeur qu'il était à son arrivée au pouvoir, mais bien le père et le grand, des termes auparavant réservés à son grand-père, signe possible qu'un long travail de consolidation de l'image du leader suprême de la Corée du Nord est à l'œuvre. Mais le truc, les gens, c'est que je ne vous en parlerai probablement pas si la musique n'avait pas été non plus un gigantesque carton, non pas en Corée du Nord, où on n'a pas trop accès au classement des Charlie et Lulu locaux, vous imaginez bien, mais bien à l'international, grâce à TikTok, où en quelques jours se sont enchaînés des millions d'écoutes du titre, que ce soit pour rire du très fort sentiment dystopique évoque le clip vidéo, pour danser sur le rythme décrit par plusieurs internautes comme Abba Core, ou encore plus pour réclamer un Grammy Award pour Friendly Father, dans une ambiance très culture internet, hein, tout est bon pour partager le son synth électro pop nord-coréen. Une rareté évidemment, hein, pour un pays dont la liberté de création ou artistique est une blague qu'on ne fait qu'une fois, hein, évidemment, avant d'être enfermé, puisque, faut-il le rappeler, selon de nombreux transfuges, hein, qui ont traversé la frontière nord-coréenne, il est illégal pour les musiciens, les peintres, les écrivains de produire des œuvres simplement pour le plaisir de l'art, ceux-ci ayant pour charge de produire avant tout des œuvres de propagande ou à visée éducative, ce qui est exactement pareil. Comme l'a souligné Alexandra Leonzini, chercheuse à l'université de Cambridge qui étudie la musique nord-coréenne, dans différentes interviews qu'elle a pu donner récemment suite au succès inattendu de Friendly Father, je la cite, « Toute production artistique en Corée du Nord doit servir à l'éducation de classe des citoyens et plus particulièrement les éduquer sur les raisons pour lesquelles ils devraient éprouver un sentiment de gratitude et de loyauté envers le parti. Chaleureux comme ta mère, bienveillant comme ton père, il tient ses 10 millions d'enfants dans ses bras. » Oui, c'est bon, c'est ça, c'est exactement ça. Musique nord-coréenne où par ailleurs on observe depuis quelques années des modifications de grands classiques du pays pour précisément remplacer les paroles des louanges envers Kim Il-sung par des paroles de louanges pour Kim Jong-un. Pyongyang ayant également démoli une arche majeure qui symbolisait et l'espoir d'une réunification avec le Sud et l'héritage de son grand-père. Et le timing comique, les gens, de toute cette histoire, c'est que ce titre, Friendly Father, cartonne sur TikTok au pire moment possible pour la plateforme, dans un contexte où quelques jours en arrière, le 23 avril dernier, le Sénat américain venait d'adopter, 3 jours après la Chambre des représentants, rappelez-vous, on en avait parlé, une loi pouvant mener à l'interdiction de l'application sur le territoire, à moins que ByteDance, la maison mère de TikTok, accepte de vendre en cours de l'année à une autre entreprise, conforme aux souhaits du gouvernement américain cette fois-ci, sa branche internationale, Joe Biden ayant déjà signé le tout, hein, comme il l'avait promis, en pleine campagne présidentielle, ce à quoi ByteDance avait répondu qu'elle préférait fermer TikTok aux États-Unis plutôt que de vendre sa branche internationale si les moyens légaux pour lutter contre l'interdiction proposée échouaient, puisque évidemment tous les moyens légaux ont été mis en branle ces derniers jours pour tenter de résoudre cette quadrature du cercle. À ce titre, hein, TikTok s'est par ailleurs lancé ce mardi
dans une vaste offensive judiciaire pour freiner son interdiction en portant plainte contre le gouvernement américain, prétextant un texte trop général, mais aussi notamment justifiant d'une décision impossible à mettre en place, autant sur le plan commercial que technologique et juridique, avec la Chine qui appuie derrière et caractérise l'attitude américaine comme une méthode de voyou. Bon, voilà, c'est génial. Mais c'est sûr que quand l'un des cœurs de l'affaire est le rapport de votre application à la sécurité des données américaines et les questions d'influence étrangère, et qu'en plein procès, vous avez un carton à plusieurs millions de vues d'un grand tube de propagande nord-coréenne plus caricatural encore que la musique de Victor Lehmann pour les Jeux Olympiques 2024, il me semble qu'on peut difficilement faire plus cocasse. Bref, quoi de mieux, les gens, pour finir cette actualité, que de se requitter en chanson. L'amour que tu me donnes est comme la mer, la confiance que tu me donnes est comme le ciel. Tu es toujours à nos côtés et réalise tous nos souhaits. Kinyu. 猫に転生した漫画家オレンジと出会うにゃにゃんにゃにゃん今日の猫おじ投稿完了リポを読むのが何より楽しみ外国の王子も読んでくれてるんか前に翻訳してくれた方もいたけど毎回無料でお願いするわけにいかんしかといって有料で依頼するほどお金もないすまんが日本語を勉強してくれ寝よ使えよどう考えても今オレンジの AI システム使うチャンスだったろにゃにみかんオレンジにゃんって簡単にゃんだ画像を取り込んでこのローカライズボタンを押すだけにゃんって抵抗すなオレンジの AI 翻訳システムであなたの漫画をローカライズ効果音なのかナレーションもしくはセリフなのかさまざまな情報を AI が解析します日本語の文字を自動で削除し背景を自動で保管そして機械翻訳したセリフを原作の文字情報をもとに再配置さらにスマートフォンでも読みやすいように文字を最大最適化このイノベーティブな AI システムがプロセスの多くを自動化しこれまでの10倍100倍と大量のローカライズを可能にしますオレンジと一緒にあなたの漫画を世界に届けませんか Les humains trouvent une paix temporaire. Ils appelaient cette période la période de paix. Ça, les gens, c'est l'un des très nombreux exemples de traductions complètement éclatées sur lesquelles vous pouviez tomber en lisant Juin no Nakenshi, un manga dessiné par Fukatsu et scénarisé par Hermite, publié par T.O. Books en 2020 sur la plateforme de manga en ligne Corona X. Après, tout était dans le nom de la plateforme. En même temps, il fallait s'en douter que ça allait confiner à la bêtise. Et l'une des particularités de cette plateforme, justement, moyennant 4,50 $ par mois, c'est précisément de vous permettre d'accéder à des mangas traduits en anglais, souvent réalisés par l'intermédiaire d'éditeurs partenaires, mais parfois réalisés roulement de taiko par Google Traduction, avec cet incroyable disclaimer que je vous lis. Avec l'utilisation de Google Traduction, les œuvres japonaises les plus récentes peuvent être disponibles plus rapidement. Notez néanmoins qu'avec le contenu généré par l'intelligence artificielle, il peut y avoir des erreurs de traduction. D'où cette incroyable phrase toujours de Juin no Nakenshi, l'habitude de l'épéiste est d'utiliser un fouet caché. Habile. Et je vous passe le fait que bien sûr, dès que les dialogues sont écrits main ou que le texte est hors bulle, l'IA passe juste à côté. Idem pour le cadre du japonais. Si le texte utilise seulement des kanas, je vous passe les détails. Mais hier encore, je voyais sur les réseaux des exemples de mangas où l'interjection de surprise avait été traduit par le mot dessin qui se prononce de la même façon. Bref, la qualité, évidemment. Bien sûr, cette situation a appelé à une large levée de boucliers sur les réseaux sociaux, autant de la part des lecteurs et des lectrices que de professionnels du milieu, sauf que ça, les gens, c'était déjà il y a un peu plus d'un mois, et on s'attendait peut-être pas à ce que tout ça prenne un sacré coup d'accélérateur cette semaine, puisque ce mardi,
une start-up japonaise a annoncé son intention de pleinement employer l'intelligence artificielle afin de massivement traduire des mangas, comprenez 5 fois plus rapidement et 90% moins cher que maintenant. Et cette boîte, c'est Orange, dont vous venez de voir la vidéo ou d'entendre la vidéo si vous suivez l'émission en podcast. Orange, c'est une start-up fondée en 2021 qui avait déjà fait parler d'elle fin 2023 après avoir levé quasi 2 millions de dollars auprès d'investisseurs privés pour, je cite, rationaliser, automatiser et rendre moins coûteux le processus de production de manga. Orange qui vise à quintupler la capacité actuelle de l'industrie en passant à 50 000 volumes traduits en anglais chaque année d'ici 5 ans. Puis, comme vous pouvez l'imaginer, dans d'autres langues pour l'avenir. Comme le soulignait déjà à l'époque Shoko Ugaki, le PDG d'Orange, je le cite, « Dans 10 ans, j'aimerais créer un monde où les gens du monde entier, vous m'entendez ? Bon, il dit pas ça, mais vous m'entendez, pourront lire tous les chefs-d'œuvre des mangas japonais dans leur langue maternelle. » Oh, mais d'accord, c'était pour la culture en fait. Et il fallait évidemment attendre l'intelligence artificielle que ce soit possible, ça va de soi. On ne pouvait pas embaucher des gens. Bizarre quand même du coup qu'Orange ait publiquement déclaré qu'elle souhaitait demeurer le seul fournisseur du service. C'est pas très culture friendly, il me semble, mais soit, si c'est pour la culture après tout. Alors, on pourrait se dire... Oui, mais Lex, c'est une start-up, on risque pas grand-chose, elle va s'écrouler avant d'avoir dit en marche. Alors déjà, et malheureusement pas vraiment, puisque les technologies d'Orange ont déjà été utilisées cette année, notamment en partie pour la version anglaise de Rugby Rumble de Daisuke Miyata pour le compte de l'application Manga Plus de Shueisha, mais aussi parce que, comme disait l'autre, suivez l'argent, vous pourrez tout de suite en apprendre beaucoup plus. Et ça tombe bien, puisqu'on a également appris cette semaine, via un rapport Nikkei, qu'Orange avait également levé 19 autres millions de dollars de financement auprès du principal éditeur Shogakukan, éditeur du Shonen Sunday et copropriétaire de l'énorme Viz Media et de 9 groupes de capital risque, dont la Japan Industrial Innovation Investment Corporation, soutenue par le gouvernement. Les gens, yes, en mode Cool Japan, totalement débridé, tout va bien, Cool Japan, j'imagine, et grosses injections de liquidités dans Orange, donc qui vont lui permettre d'un côté de continuer de développer Factory, son outil de localisation de manga, et d'un autre côté de lancer Emagi, son Netflix du manga traduit à la zob en anglais cet été. Et si je compare à Netflix, c'est surtout qu'Orange le fait elle-même avec un PowerPoint tout dégueulasse où Spotify est présenté comme l'application reine de la musique, Netflix comme celle des films et des séries, et Orange comme celle à venir pour le monde du manga, avec un objectif, créer un monde où tout le monde aime les mangas. C'est peut-être l'intelligence artificielle qui vous a fait le slogan aussi, non ? Bien sûr, et à raison, de nombreux traducteurs, de nombreuses traductrices et autres professionnels de l'industrie se sont levés pour faire front contre ce qui annonce déjà une précarisation renforcée de toutes celles et ceux qui travaillent à la localisation des œuvres et aux éditeurs aussi de manière plus large, notamment pour les traducteurs et traductrices. La douille, on la connaît, on réduit considérablement le nombre de postes et pour celles et ceux qui seront appelés à travailler, ils serviront officiellement de relecteurs, de relectrices, de vérificateurs, de vérificatrices, alors qu'il y aura nécessité à l'arrivée de tout reprendre à zéro pour assurer la cohérence de l'œuvre. Ce fameux double peine, moitié de salaire qu'on connaît, dont on a déjà parlé dans l'émission et qui tend à s'étendre à une bonne partie des industries culturelles avec ces arrivées massives d'utilisation d'intelligence artificielle. Comme le dit si bien Sarah Linsley, lettreuse de bande dessinée sur les réseaux, je la cite, rappelle que toute intelligence artificielle repose sur des travailleurs sous-payés. Ne travaillez pas avec cette entreprise. Et tout ceci est d'autant plus dramatique qu'on observe depuis des mois, voire des années maintenant, une forte pression de l'industrie du manga en faveur de l'intelligence artificielle. On peut se souvenir, les gens, des déclarations récentes de Crunchyroll qui annonçaient se focaliser fortement sur les tests d'intelligence artificielle pour le sous-titrage d'animé, avec très précisément la mise en œuvre de ce que je vous décrivais il y a un instant. Écoutez ça les gens, c'est une dinguerie. Des traducteurs qui ont annoncé avoir été licenciés pour mieux être rembauchés dans la foulée avec des contrats aux conditions encore plus éclatées pour au final être amenés à faire exactement le même travail qu'avant. Mais quel enfer les gens, quel enfer. Et tout ça est à recontextualiser également dans le cadre d'un discours donné par le premier ministre japonais Fumio Kishida la semaine dernière dans le cadre de l'OCDE, durant lequel celui-ci a participé de dévoiler un cadre international pour une réglementation des IA génératives, rappelant que celle-ci avait le potentiel, je le cite, d'être un outil vital pour améliorer le monde, et ce quelques mois après avoir dévoilé le groupe d'amitié du processus Hiroshima sur l'intelligence artificielle pour élaborer notamment un code de conduite international pour les développeurs d'IA. L'actuel gouvernement japonais, on en a déjà parlé, se souhaitant pionnier dans la mise en œuvre des IA,
comme en témoigne un document publié il y a un petit peu moins d'un an maintenant par le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie japonais, précisant les règles en matière d'entraînement des IA génératives vis-à-vis du respect du copyright, du droit d'auteur, et qui appréciait très généreusement précisément cette question du droit d'auteur en phase de conception et d'entraînement de ces fameuses IA, mais aussi, comme en témoigne, l'investissement dans cette start-up Orange pour l'une de leurs industries culturelles majeures. Alors, bien sûr, il y aurait des milliers d'angles à prendre pour parler de ce travail d'Orange et indirectement du gouvernement japonais à ouvrir les vannes au plus grand de la diffusion internationale du manga. On pourrait parler, décrire cette absence totale d'intérêt portée à la qualité des titres, à leur traduction, à leur cohérence, les œuvres culturelles étant précisément imbriquées dans des contextes sociaux et historiques qui leur donnent pourtant sens et valeur. On pourrait aussi rappeler que ce processus d'IAisation de la traduction et plus généralement de la production manga est avant tout un moyen de contourner les intermédiaires et notamment de s'affranchir de toute décision éditoriale pour littéralement noyer le marché d'œuvres en tout genre. Et quand je dis le marché, comprenez bien que ce sont les marchés, et on peut fortement, voire très fortement, comme je le fais personnellement, se préoccuper sérieusement du devenir des productions locales de bande dessinée quand 50 000 mangas seront disponibles chaque année avec le pouvoir d'attraction qu'on leur connaît, très aidé par leurs composantes feuilletonnantes très addictives avec laquelle, en France en tout cas, très très rares sont celles et ceux qui peuvent rivaliser, et personne ne devrait souhaiter qu'on puisse rivaliser sur ce terrain-là, si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait rappeler à juste titre aussi que la traduction et l'interprétariat sont des savoir-faire qui comportent en eux-mêmes des libertés et une forme d'art, et que si la très large majorité des travailleurs et des travailleuses de ces beaux métiers visent à la plus haute fidélité acceptable dans la langue cible, il existe autant de traductions que de traducteurs et traductrices, et que ça fait partie de la beauté précisément de ces productions, qu'elles soient humaines. On pourrait rappeler également qu'à l'autre bout de la chaîne, ce besoin de surproduction et de surdiffusion du manga va se répercuter d'une façon ou d'une autre sur les conditions de travail des mangaka déjà largement délétères, on en a déjà beaucoup parlé ici. Bref, les gens, énième exemple de l'utilisation très concrète de ces intelligences artificielles génératives dans notre vrai monde véritable, ici et maintenant, et non pas dans 50 ans où la paille de mon shaker anti-ride sera tenue par un robot de Boston Dynamics en CDI, puisque, encore une fois, il me semble que précisément la critique des IA ne devrait pas se focaliser sur leur nature technologique ni sur leur qualité, l'argument technique étant voué de toute façon à péricliter dans les années à venir, mais plutôt sur leur rôle tout à fait concret dans les rapports de production actuels, et c'est là qu'on pourra gagner en subtilité d'analyse pour conclure tout aussi subtilement que c'est bien de la merde. Bref, on suivra ça de très très près comme d'habitude dans Soft Power, en donnant autant que possible de la force à celles et ceux qui luttent déjà pour de meilleures conditions de travail, all according to Keikaku, Keikaku voulant dire merguez. Merci Orange. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. On aurait pu également parler de l'annonce de ces unions un petit peu désespérantes, il faut le dire, cette semaine. Celle de Disney et de Warner Bros d'un côté et de Netflix et de Roblox de l'autre. Disney et Warner Bros tout d'abord aux États-Unis pour regrouper notamment leurs services de streaming dans un seul forfait et avec ou sans publicité, et dès cet été, au-delà de l'évidente proposition prédatrice, je suis pas sûr que ça valait le coup de participer du démantèlement du câble américain pour finalement en refonder un avec des plateformes de streaming, mais soit. Et de l'autre côté, Netflix et Roblox qui s'associent pour un parc à thème numérique sur Roblox, justement, fondé sur les très nombreuses franchises Netflix, du Cobra Kai, du Stranger Things, du Rebel Moon, MDR, et même du One Piece, autant de cadres esthétiques dans lesquels vous pourrez vous affronter sur des mini-jeux ou regarder avec vos amis du contenu Netflix, à plus forte raison qu'il y aura toute une mise en place de fonctionnalités sociales, de mise en place d'événements. Vous pourrez décorer votre zone fan avec des figurines d'Henry Cavill. Je suis le seul vrai fan de The Witcher, ça va être incroyable, et continuer de construire Netflix aussi comme un réseau social chez les plus jeunes. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait mal tourner. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble? Mais il suffisait de demander.
aurait pu parler également de ce projet de loi dans l'État du Maryland aux États-Unis signé ce mercredi par le gouverneur local Wes Moore afin d'interdire ce qui est pour beaucoup l'une des plus fortes pratiques trompeuses de l'industrie de la musique, la vente de billets spéculatifs et au passage aussi interdire la pratique des frais cachés. Au programme, exiger un système de tarification clair qui ne bouge pas entre le début et la fin de l'achat. Incroyable, ça c'est pour les frais cachés et pour la billetterie spéculative où les courtiers et revendeurs répertorient des billets qu'ils ne possèdent pas encore. C'est terminares. Ces courtiers et revendeurs encourant désormais des peines allant jusqu'à $10 000 de l'infraction et 25 000 si récidives. Un projet de loi que certains n'ont pas hésité à qualifier de loi Taylor Swift. Ces problèmes précis ayant particulièrement explosé lors de la très lucrative tournée Eras de la chanteuse en 2022, mais surtout en référence à une autre loi Taylor Swift très similaire à celle-ci, mais adoptée quelques jours auparavant dans le Minnesota. Des législations plus strictes donc qui arrivent. Je le rappelle, on en avait parlé ici plusieurs fois dans un contexte où le géant Live Nation Ticketmaster, qui adore ces nouvelles pratiques, est sous tension depuis des mois avec le ministère de la Justice américain pour potentielle violation de lois antitrust et caractérisation de monopole. On aurait pu également parler du Festival de Cannes, mais on y reviendra peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, dans l'attente que de l'eau de Cannes ait coulé sous les ponts, tant cette édition 2024 s'annonce particulièrement explosive entre les nombreuses affaires MeToo qui ne demandent qu'à éclater, les menaces de grève, notamment des travailleurs et des travailleuses indépendantes. Clairement, le festival de tatane cette année. Bref, on en reparlera sans doute bientôt. On aurait pu également parler Eurovision qui cette année a fait des pieds et des mains pour ne pas se concentrer sur Israël-Palestine, mais qui en pleine vague de protestations et de boycott et après avoir refusé la présence du drapeau palestinien n'a clairement plus eu le choix. On est en 2024, c'est toujours pas de politique dans mon Eurovision alors que l'émission en est bardée. Je vous renvoie à ce que j'avais pu en dire l'année dernière pour l'édition 2023, c'est toujours d'une redoutable actualité. On aurait pu parler des résultats de cette étude menée par l'analyste de données cinématographiques Stephen Follows qui s'est intéressé au recensement des scènes de sexe et de nudité dans les principaux films d'action et blockbusters du monde entier. Et le constat est sans appel, le contenu sexuel dans les films, dans le cinéma a chuté de près de 40% et le nombre de films sans aucun contenu sexuel est passé de 20% par an à environ 50% et qu'à contrario, les scènes de sexe qui sont encore présentes sont en revanche bien plus graves et bien plus explicites qu'elles ne l'étaient auparavant. Et l'étude soulignant ainsi que la quasi-moitié des jeunes interrogés jugent ces scènes inutiles. On aurait pu parler évidemment de l'affaire Guillaume Meurice en France, scandaleusement mise à pied alors que la blague un peu nulle qu'on lui reproche en boucle d'avoir faite avait fait l'objet d'une plainte de l'organisation juive européenne au tribunal de Nanterre, finalement classée sans suite. Mise à pied qui, en plus d'être une honte, a provoqué l'indignation des équipes de Radio France dont les syndicats ont appelé lundi à faire grève dès demain. Énorme force à eux et à elles, a fortiori dans un contexte plus que tendu où un grand projet de réforme de l'audiovisuel porté par la ministre de la Culture Rachida Dati vise à mettre en place une gouvernance unique pour l'audiovisuel public, PTDRORTF, comme disait l'autre. On aurait pu parler aussi je m'étends de cette nouvelle loi brésilienne redéfinissant juridiquement carrément ce qu'est un jeu vidéo. Une loi qui permet très concrètement de renforcer l'écosystème de création et de production de ce qui est, comme le rappelle Game Industry, l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde. On suivra ça dans l'émission. On aurait pu parler également, quitte à rester au Brésil, du gigantesque concert gratuit de Madonna sur la plage de Copacabana, attirant à lui le chiffre fou d'1,6 million de personnes, ce qui en dit aussi beaucoup sur l'économie des concerts, dont j'ai hâte de vous reparler un de ces quatre dans l'émission quand l'actualité s'y prêtera de nouveau. Et on aurait pu aussi parler de cette incroyable publicité d'Apple devenue en un claquement de doigts l'une des publicités les plus détestées d'Internet, et pour cause. Elle a une résonance tout à fait particulière dans l'actualité dont on peut régulièrement parler dans Soft Power. Je vous laisse en juger. Bref, pas la plus grande finesse de l'univers, contrairement aux recommandations de la semaine que je vous propose de découvrir à l'instant, mettant ainsi fin aux news de ce numéro de Soft Power, et sans aucune transition, on est bien. En gros, depuis une douzaine d'années, on a une renaissance du contenu féministe grâce à Internet, qui a aidé plein de meufs, dont moi, à se politiser, et qui a créé des mouvements importants, mais qui nous inonde aussi de petits contenus sucrés. Et pour pouvoir en produire beaucoup, c'est facile de répéter des trucs qu'on connaît déjà et avec lesquels on est facilement d'accord. Lily Alexandre a fait une super bonne vidéo. Pour bien commencer les recommandations de cette semaine, je vous propose de démarrer avec une question.
Faut-il travailler à se réapproprier les représentations des corps féminins dans le jeu vidéo? Ça, c'est la question que s'est posée cette semaine la vidéaste H, au beau milieu des polémiques autour du jeu Stellar Blade du studio Shift Up, qui a fait et qui fait encore beaucoup parler de lui pour ses représentations hyper sexualisées de ses personnages féminins. Un jeu qui, au-delà de ses réelles qualités ludiques, est devenu en quelques semaines un nouveau porte-étendard du Gamergate, ce qui a valu et qui vaut encore à H et au collectif Game Dolls Advance, dont on a déjà parlé ici par ailleurs, des vagues de harcèlement depuis des jours. Cette recommandation sera l'occasion de leur donner de la force doublement, et de la force il y en a dans les propos de cette vidéo soigneusement écrite, qui en revenant sur les mouvements pop-féminisme, sur le capitalisme tardif, sur notre rapport aux structures mais aussi aux gestes, aux moments, aux regards, aux images en ce qu'ils influent sur nos représentations, et en parlant aussi d'échapper au contrôle du regard masculin. H donne un peu de subtilité à un positionnement politique encore à explorer face à des propositions comme Stellar Blade. Et spoiler, à la fin, c'est la convergence des luttes qui gagne. Excellente vidéo, mais ça on est habitué sur la chaîne d'H. Héroïne sexy, objectifiante, faut-il se réapproprier la féminité? C'est le nouveau banger tout droit sorti de chez H. Lien en description et soutien évidemment. Et si l'on prend une nouveauté récente à laquelle j'ai joué, disons No Rest for the Wicked, on le retrouve sur le Humble Store au même prix que sur Steam. Alors que si l'on prend des sites aux teintes de gris plus sombres, dirons-nous, badaboum, c'est magique. Et sur tous les sites la même. Alors ça vient d'où? Ça. Ce qu'il y a derrière, t'as pas vraiment envie de le savoir. En fait, tu fermes les yeux. Les gens, est-ce que vous avez déjà entendu parler de marché gris? Le marché gris, c'est ce marché qui, échappant au contrôle du fabricant, se donne au moins la para de la conformité à la loi. Appliqué au monde du jeu vidéo, vous le savez, le marché gris, c'est cet espace liminal entre plateformes officielles, stores, revendeurs agréés. Les noms, vous les connaissez, c'est Kinguin, c'est G2A, c'est Instant Gaming. Et ça tombe bien puisque cette semaine, c'est Monsieur Plouf qui s'y est collé pour enquêter un peu plus en détail sur la sombre vérité des prix plus attractifs, plus qu'attractifs de ces plateformes, de ces fameuses plateformes. Et je vous recommande de vous préparer un bon café, puisque entre les arnaques à la review pour récupérer des clés, les localisations géographiques plus que douteuses de ces entreprises, les risques inhérents à ces plateformes avec leurs clés invalides déjà utilisées ou leurs services après-vente claqués au sol, le tableau est très loin d'être radieux, a fortiori si à la clé, elle est excellente. Pas un copec de ce que vous verserez à ces plateformes n'ira chez les développeurs. De là à dire qu'à tout niveau, autant pirater directement les jeux, il n'y a qu'un pas. Et sachez, les gens, que j'ai un pied particulièrement mobile. Bref, très chouette vidéo de Monsieur Plouf, encore une fois, qui ces derniers temps part sur des longs formats d'enquête en allant discuter avec tout un tas de gens de l'industrie. C'est un plaisir. La vérité sur les jeux à prix cassé, direction la description pour le lien. Mais la pop culture a permis de développer beaucoup plus les styles de tatouage, je pense, qui sont grandement développés. Et surtout, il y a eu un truc aussi, c'est le tatouage des stars. En fait, moi j'ai remarqué, j'ai eu pas mal de clients, notamment avec Lady Gaga ou Lana Del Rey aussi. J'ai les deux là, moi, où j'ai beaucoup de clients qui veulent les mêmes tatouages qu'elle. Et c'est comme un symbole d'appartenance. Comme Rihanna aussi, avec le Underboobs. Il y en a plein. Il faudra qu'on en parle après. Et je vous propose, les gens, que cette semaine, on parle un petit peu tatouage et pop culture. Ça, c'est l'angle de cette nouvelle vidéo de la chaîne Maison Python pour leur format Ink Talk. J'ai le jeu de mots, le talk show qui explore les mystères et vérités du tatouage, comme le précise la description. Au programme, une trentaine de minutes de discussion autour des représentations du tatouage dans certaines œuvres de pop culture, autour de l'influence des stars aujourd'hui dans l'adoption du tatou, de son lien encore très stéréotypé à la marginalité, de sa place dans la mode aussi, de la contribution de ses œuvres et du tatouage à sa propre identité. Bref, une discussion à la cool, bien menée par Mr Monster aux côtés de Charlotte Adri, de Just Pigment et de Clément GBK sur un sujet passionnant, encore bien trop peu discuté. Ink Talk, épisode 5, tatouage et pop culture, c'est chez Maison Python et c'est sur YouTube que ça se passe. J'avais envie de rappeler qu'en France, par exemple, en œuvre tokusatsu, on a des trucs pas très connus mais plutôt cool qui sont sortis chez Carlotta, qui sont donc des films d'horreur tokusatsu, parce que, spoiler aussi, ça existe. Donc nous avons Iruko the Goblin et House, donc de Shinya Tsukamoto et pour le premier, et le deuxième
Vas-y. Pour bien finir les recommandations de cette semaine, je vous propose d'aller soutenir les camarades de chez Tokulture qui récemment se sont lancés sur Twitch pour couvrir ensemble et régulièrement l'actualité autour du tokusatsu et des œuvres afférentes. Souvenez-vous, il y a bientôt un an, on recevait Marvin et Vincent du collectif Tokulture pour venir nous parler dans Soft Power de tokusatsu, cette typologie d'œuvres audiovisuelle très japonaise qui désigne des films ou des séries télévisées en prise de vue réelle employant de manière intensive des effets spéciaux. Ils étaient venus nous en parler dans une discussion d'une qualité exceptionnelle que vous pourrez retrouver un jour. On se donne rendez-vous dans 10 ans sur la chaîne YouTube en format VOD. J'ai plus assez de salive pour m'excuser 1000 fois d'un retard de quasi un an. Mais vous savez quoi, c'est pas bien grave puisque les camarades se sont désormais créés leurs propres canaux vidéo. Écoutez, très clairement, je pense qu'on fait pas mieux en francophone sur le tokusatsu. L'émission du jour, dont je vous mets le lien en description, revient sur Kamen Rider Guide, sur Osama Sentai King Ogre, sur Godzilla -1 et même sur Kaiju 8. Entre autres, bref, du tout bon comme d'habitude. Et cette fois, c'est sur Twitch et sur YouTube que ça se passe. Tokulture, la revue d'actualité, c'était la dernière recommandation de cette semaine sur Soft Power. Voilà, c'est la fin de ce Soft Power. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois vendredi, enfin, de 10h à midi. On reprend les bonnes habitudes. Si vous êtes arrivé en cours et que vous souhaitez rattraper le début de ce numéro de Soft Power ou que vous souhaitez réécouter les anciens, direction le format audio sur toutes les plateformes de podcast et le format vidéo sur la chaîne YouTube, désormais sobrement intitulé Lex Tutor tout court. Tous les liens sont en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 54e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de Springfield, à l'exception, vous le savez, de toutes les autres. On se retrouve vendredi prochain et en attendant, le programme, vous le connaissez. Prenez soin de vous, regroupez-vous et puis nous on se dit ciao.